Salut, vous écoutez Guerrière par Maude Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que tu vis en tant que femme qui n'ont pas d'allure et que tu devrais juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler des attentes totalement irréalistes qu'on a envers les nouvelles mères. Et là, si vos enfants sont rendus adolescents ou sont de jeunes adultes ou que vous n'avez tout simplement pas d'enfants, ne raccrochez pas s'il vous plaît parce que forcément, tôt ou tard dans votre vie, vous allez connaître une jeune maman. Que ce soit votre fille, votre belle-fille, votre filleule, une collègue, la fille d'une collègue, tôt ou tard, vous allez rencontrer une nouvelle maman et le message que je veux diffuser aujourd'hui, je veux qu'il soit diffusé le plus largement parce que la façon dont la maternité se vit en ce moment et les attentes qui pèsent sur les mères concernant la maternité sont complètement débiles, mentales et il est grand temps de les adresser. Je vais commencer ça avec une petite anecdote personnelle comme je le fais souvent. Donc, moi, mon fils a 13 ans. C'est un adolescent maintenant, mais je n'ai rien oublié aussi peu de sa petite enfance et des premiers instants, premières années de sa vie. Et il y a une chose qui m'a marquée, dont je parle d'ailleurs dans mon livre « Mieux survivre à ta maternité », qui est un livre que je vous recommande si vous êtes enceinte, que vous avez un jeune enfant ou pour offrir un cadeau à une nouvelle maman. C'est l'équivalent de ce qu'on donne là, qui s'appelle le mieux vivre. C'est donné par les CLSC. C'est une genre de bible finalement de quoi faire et comment le faire avec ton enfant de 0 à 2 ans. Donc pendant la grossesse jusqu'à 2 ans. Et j'ai décidé d'écrire ce livre-là, ça fait déjà quelques années, mais ça reste toujours d'actualité. Un peu pour répondre au mieux vivre, et c'est pour ça que le livre s'appelle « Mieux survivre à ta maternité ». Donc, j'aborde exactement les mêmes sujets que dans le mieux vivre, pratiquement, mais plutôt que d'expliquer qu'est-ce que tu dois faire, j'explique comment ça se peut que ça se passe pour vrai, puis comment tu peux te sentir. L'idée, c'est de déculpabiliser les mères avec ça, de leur faire réaliser qu'elles sont pas seules à travers tous les défis qu'elles rencontrent en tant que nouvelle maman, et que la science infuse n'existe pas, qu'on fait tout au mieux. Donc, Mieux survivre à ta maternité, c'est un livre qui est disponible dans la plupart des librairies. Bref, dans ce livre, je raconte entre autres la première fois officielle où je me suis crachée en tant que maman. Mon garçon devait avoir à peu près 6 semaines. Je me levais la nuit, c'est moi qui me levais toujours la nuit pour m'en occuper. Et on traversait une petite passe difficile depuis une dizaine de jours où il dormait très peu, il se réveillait souvent. J'étais complètement vidée. Je devais dormir l'équivalent de peut-être 2 ou 3 heures par nuit, pas toutes d'un bout évidemment, là. Et j'étais au bout de mes ressources, j'étais complètement au bout de mon jus. Et je me souviens qu'un matin, il s'est mis à pleurer à 5 heures le matin. Je me suis levée pour aller le voir. Je me suis assurée qu'il était correct, sa couche n'était pas changée ni rien. Puis je suis sortie. Je suis sortie de la chambre et je suis même sortie de la maison. Écoutez, c'était le mois de janvier, mais c'est pas grave. Je suis sortie sur le balcon parce que je pouvais plus. Je pouvais plus et je savais que même si c'était terrible à mon sens, à moi, parce que ça aussi c'est discutable, de laisser mon bébé pleurer, c'était la meilleure chose que je pouvais faire à ce moment-là pour ne pas commettre un geste que je pourrais regretter. Juste parce que mon état de détresse était rendu trop élevé. Et là, il était 5 heures du matin, donc j'ai attendu qu'il soit un petit peu plus tard, vers 9-10 heures, j'ai appelé ma mère en pleurant et je lui ai demandé de venir chercher mon bébé. J'ai dit, tu peux venir le chercher? Je peux plus, là. Je suis plus capable. Et ça me touche encore. Hey, mon gars, 13 ans. Ma mère est arrivée chez nous. Elle est partie avec mon fils. Et je me suis écroulée dans le divan et j'ai dû pleurer pendant genre 1h30. Parce que je me sentais donc ben comme une mère de marde. Et à ce moment-là, j'avais véritablement l'impression que j'en étais une. Aujourd'hui, des années plus tard, je comprends que la situation dans laquelle je me suis retrouvée était juste inévitable. Pas parce que j'étais une mauvaise mère, mais parce que depuis le jour où mon enfant était venu au monde, et même avant, j'avais intériorisé l'idée que j'étais supposée d'être une bonne mère à tout prix et à tout moment, de toutes les manières possibles. Qu'en expulsant un petit être de mon vagin, ça s'est pas passé de même, by the way, j'ai eu une césarienne, mais bon, en mettant au monde un petit être, forcément, j'allais disposer de toutes les connaissances, de toutes les compétences pour être la meilleure mère au monde.
What the fuck, la gang? Comment se fait-il qu'on se soit retrouvé avec des attentes aussi irréalistes envers les mères? Tu sais, dans la vie, là, il n'y a absolument rien que tu sais comment faire par défaut, sans avoir acquis d'expérience, sans avoir acquis de formation. Tu sais, un chirurgien cardiaque, là, il a fait des études. Là. On s'entend qu'il est allé à l'université pendant une multitude d'années pour apprendre une multitude de choses pour pouvoir faire son opération. Il n'est pas débarqué du jour au lendemain dans une salle de chirurgie puis fait comme « OK, là, je file que je vais être capable d'opérer un cœur. » Vous prenez n'importe quel métier dans la vie et c'est exactement la même chose. Et là, vous allez me dire « Ah oui, mais là, la maternité, c'est pas un métier. » Mais prenez n'importe quel rôle. Dans notre rôle d'amie, dans notre rôle d'amoureuse, on n'est pas parfaite tout le temps et forcément avec le temps, depuis l'adolescence et en vieillissant, on a appris des choses, on s'est amélioré, on a développé des compétences sociales, on a développé des compétences de communication qui nous permettent d'avoir des relations qui fonctionnent mieux. Mais même encore là, on n'est pas parfait. Et personne ne l'est. Même après avoir développé des années de compétences, de formation dans n'importe quel domaine confondu, là, on n'est pas parfait. Et on le sera jamais. On s'entend qu'on vit dans une société de performance en général, mais reste que ni dans les relations, ni dans notre profession, on s'attend à ne jamais faire d'erreur. Et on se tape pas sur la tête à outrance quand on en fait. Et si c'est le cas, je vous invite fortement à avoir une réflexion personnelle à ce sujet-là. Peut-être que vous êtes en train de vous en demander trop, parce que l'erreur est humaine et c'est normal. Mais la maternité, c'est le top des domaines dans lesquels on s'attend à ce que les mères, et pas les pères, là, les mères, soient naturellement parfaites dans la manière de s'occuper de leur enfant dès le jour 1. Et qu'est-ce que ça crée forcément à l'intérieur, écoutez, de 24-48 heures de vie des bébés? Ben, un sentiment de culpabilité épouvantable. Parce que quand on reçoit son... Puis écoutez, ça c'est propre à chacun, là, mais moi, personnellement, quand on a mis mon fils dans mes bras pour la première fois, je savais pas quoi faire avec ça, là. J'en avais pas la moindre idée. Je l'avais lu, le mieux vivre. J'en avais lu 275 livres sur la grossesse et l'accouchement et les bébés. L'avoir dans les mains, là, c'était plus du tout la même game, là. Premièrement, moi, je me souviens que, oui, tu sais, t'es enceinte, tu crées un contact avec ton bébé dans ton ventre. Je pense que ça dépend des femmes. Moi, ça a été le cas. Je parlais beaucoup à mon bébé quand que j'étais enceinte et tout. Sauf que, quand il est né, j'ai pas été capable de faire le lien entre le bébé qui était dans mon ventre auquel je parlais et le petit être qui était devant moi. C'est comme si c'était deux personnes distinctes. Fait que pour moi, quand on me l'a mis dans les bras, c'est un inconnu qu'on m'a mis dans les bras, littéralement. Et je savais pas quoi faire avec. Non seulement je savais pas quoi faire avec, mais je savais pas non plus ce que je ressentais. Et déjà, je me sentais coupable de ça. Parce que l'autre chose qui incombe aux mères systématiquement dès que leur enfant vient au monde, c'est quoi? Ben, c'est d'aimer inconditionnellement son enfant. Dans quel autre contexte dans la vie on demande à des gens d'aimer inconditionnellement d'autres personnes, sans même les connaître, sans même rien savoir à propos d'eux? Genre, tu le rencontres, là, et dans la seconde, faut que tu l'aimes d'un amour démesuré. Come on, c'est pas réaliste. Étant d'un point de vue d'être compétente comme mère en partant et d'aimer son enfant en partant, on se base beaucoup sur la biologie pour ça. Ah, mais ça, c'est l'instinct maternel. Une mère, c'est faite comme ça. Une mère, ça l'aime son enfant par défaut. On est programmé pour ça. Non! Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres dotés de pensée, d'émotions, avec un vécu, avec des croyances, avec des failles, avec toutes sortes de blessures. Et tout ça a une incidence sur les sentiments qu'on va éprouver le jour où on va nous mettre un bébé dans les bras. Et c'est juste complètement normal. Bien sûr, on veut que le lien se crée, que l'affection se développe, bien sûr. Et si ça n'arrive pas, il y a des démarches à faire parce qu'éventuellement, ça va poser problème, j'en conviens. Mais de demander aux mères d'aimer leur enfant à la seconde où elles le voient, je trouve pas que ça fait tant de sens que ça. Honnêtement, je suis sûre qu'il y en a qui vont me tirer des roches et me dire « Ben voyons, c'est sûr, t'aimes ton enfant. » Non, pas tout le temps, pas tout le monde, puis c'est correct. Dans toutes sortes d'autres contextes, l'amour peut prendre du temps à se développer. Pourquoi ça pourrait pas être le cas quand c'est ton enfant? C'est pas sous prétexte qu'il était dans ton ventre puis qu'il est sorti par ton vagin que nécessairement cet amour inconditionnel-là va être au rendez-vous. Pourquoi ça serait comme ça? Et pour tout ce qui touche les compétences,
Écoutez, si vous avez eu des enfants, vous avez en ce moment des enfants en bas âge, vous savez à quel point on est bombardé d'informations, de choses à faire, à ne pas faire. Et ça change, hein, ça change au fil des années. Tu sais, moi, quand mon gars était jeune, là, c'est des céréales qu'il fallait donner, puis il y avait un ordre d'introduction de chaque céréale. Puis il fallait pas commencer à donner de céréales avant tel âge, puis il fallait pas... Là, aujourd'hui, on est rendu dans la diversification alimentaire menée par l'enfant, là, la DME. Donc, on donne des aliments souvent complets ou des gros morceaux là, à l'enfant pour qu'il puisse les découvrir les textures. Intéressant, on est ailleurs. Et d'une époque à l'autre, on prône des façons de faire. Et souvent, on jette la pierre à celles qui ne le font pas. Et ça aussi, c'est assez problématique. Surtout quand on voit que d'une époque à l'autre, les recommandations changent et dans les faits, on peut-tu s'entendre sur le fait que si ton enfant est nourri, ça va? On peut-tu se parler de l'allaitement, entre autres? Je sais que selon l'Organisation mondiale de la santé, le lait maternel, c'est la meilleure chose qu'on peut donner à son enfant. Tout le monde en convient. C'est le meilleur aliment qu'on peut donner à son enfant. Fine, tout à fait. Mais est-ce que c'est la meilleure chose qu'une mère peut donner à son enfant en toutes circonstances? Je ne crois pas. Une mère qui se sent pas à l'aise, par exemple, d'allaiter puis qui allaite, va pas vivre un beau moment, va vivre du stress, va vivre toutes sortes d'émotions négatives qui auront une incidence tout aussi négative sur son rôle de mère. Une mère qui essaie d'allaiter, qui a de la difficulté, ça ne fonctionne pas. Mais à qui on dit « acharne-toi ». Je sais que dans certains cas, on peut s'acharner, ça peut fonctionner. Je comprends cette dimension-là aussi. Mais dans le cas où la mère s'acharne au point où elle dort pas la nuit, au point où elle devient anxieuse quand son bébé pleure, est-ce que le lait maternel est toujours la meilleure chose qu'elle peut offrir à son enfant? Je ne croirais pas. Parce que toute leur relation risque d'être altérée par la façon dont elle est en train de vivre l'allaitement. Il y a des nuances à faire, écoutez, pour chaque individu, pour chaque mère, pour chaque bébé, pour chaque famille. Et dans notre société, malheureusement, on prône des choses qui seraient bonnes pour tout le monde concernant la maternité. On aime bien ça, faire ça, et on juge celles qui n'adoptent pas ces fameuses choses-là, et c'est ultra problématique. Parce qu'en bout de ligne, la seule personne qui sait ce qui est véritablement bon pour son bébé, ce qui est le meilleur pour son bébé, c'est et ça sera toujours sa mère. Puis là, on dit « Ah oui, mais non, mais tu sais, aujourd'hui, on sait avec la science puis tout ça que bon, il y a des mères qui sont peut-être pas au courant de ce qui est le meilleur pour leur bébé. » Ben c'est bien tannant, ça. C'est bien tannant. Je pense que ce qui me tanne là-dedans puis que je trouve qui est un espèce de double discours, c'est qu'on dit aux mères « T'es supposée d'aimer ton bébé naturellement, t'es supposée de savoir quoi faire puis d'être bonne naturellement parce que c'est biologique. Mais tu n'es pas la mieux placée pour savoir ce qu'il y a le mieux pour ton bébé. What the fuck? Comment on est supposé s'y retrouver là-dedans? Comment on est supposé d'évoluer sans culpabilité, sans toujours se remettre en question quand on reçoit des messages aussi contradictoires? Et on peut-tu se parler du fait qu'on est supposé d'aimer la maternité à tout instant? Ça me fait capoter de devoir encore en parler aujourd'hui. Quand j'ai démarré la Parfaite Maman Cinglante, voilà, écoutez, pratiquement 10 ans, c'était un sujet en soi, là. On commençait à parler du fait que la maternité, c'est pas drôle tout le temps. C'est là où il y a eu le courant des mères indignes pour démontrer que, oui, des fois, nous autres, on trouve ça tough puis on est à bout. Et là, tranquillement, pas vite, les mères indignes sont devenues un petit peu moins populaires. C'est correct aussi. On critiquait le verre de vin, on critiquait le fait de chialer. Je pense que c'est un mouvement qui a eu sa place dans un premier temps pour dire « Hey, ça ne fonctionne pas ». Mais par la suite, on dirait qu'on a un peu perdu le fil puis qu'on est retourné dans cette culpabilité-là, là, encore aujourd'hui. Là. Moi, j'interviens auprès de groupes de mamans dans mon quotidien et cette culpabilité-là de ne pas aimer chaque moment avec son bébé est encore ultra présente. Là. Il n'y a pas une très grande évolution finalement depuis les 10 dernières années, contrairement à ce que je croyais. C'est encore pour moi une attente qui est ultra irréaliste envers les mères. D'aimer chaque moment de ta maternité, d'aimer chaque moment, par exemple, de ton congé de maternité. Quelle chose dans la vie on aime à chaque moment? Rien. Ma job. J'ai choisi ma job, je l'aime. Mais il y a des moments où j'ai pas le goût de rentrer travailler, il y a des moments où j'aime pas la tâche que je suis en train de faire, c'est normal. Mon chum, j'adore mon chum, mais il y a des moments où il me tape ses nerfs, il y a des moments où on doit faire des choses séparément, il y a des moments où je l'aime moins. Ben oui, parce que ça fluctue, c'est normal. La relation avec mes amis, avec mes parents, c'est la même chose aussi. Même si je vais dans le sud, il va y avoir des moments dans ma semaine dans le sud où je vais pas être up la vie. Je sais pas, parce que mon repas est fret, parce que j'ai pas bien dormi, je me suis fait réveiller par quelqu'un qui gueulait dans la chambre d'à côté, parce que whatever. Il y a aucune circonstance et aucune relation à l'intérieur de laquelle
tout va toujours bien et on est toujours heureux. Alors pourquoi devrait-on s'attendre des mères qu'elles soient toujours heureuses et comblées et épanouies dans leur rôle de maman, dans leur quotidien de maman? C'est complètement irréaliste. Quand ça fait 2 semaines que tu dors 2 heures par nuit puis que tout ce que tu fais de tes journées, c'est bercer un petit bébé qui pleure, faire des lavages puis ramasser du régurgie, ça se peut que tu sois pas up la vie. Dans quelle espèce de monde de licorne on penserait que cette situation-là est optimale et rendrait toute personne heureuse? Et il faut faire attention, c'est pas parce que on trouve ça difficile, c'est pas parce qu'on se plaint qu'on est à bout, qu'on n'est pas reconnaissante d'avoir un bébé, là. C'est 2 choses qui peuvent coexister. Puis ça aussi, ça fait partie du problème. Cette idée que 2 émotions contradictoires ne peuvent pas exister, ça aussi, ça crée beaucoup de culpabilité chez les mères. Tu peux adorer ton bébé, mais avoir envie de le vendre sur Kijiji après-midi. Ces 2 sentiments peuvent coexister. Tu peux considérer que ton enfant est la plus belle chose qui te soit arrivée et par moments regretter d'en avoir eu un. Oui, regretter d'en avoir eu un. Ça se peut. Ça se peut. Pourquoi ça se pourrait pas? Parce que tu es supposé de l'aimer d'un amour inconditionnel, tu peux pas regretter par moment ta vie d'avant, regretter d'avoir fait le choix d'avoir fait un enfant parce que ça l'a très largement modifié ta vie. Ben non, ça se peut que tu regrettes, ça t'empêche pas de l'aimer pour autant non plus. C'est possible. D'ailleurs, si vous avez envie de lire sur le sujet du regret maternel, parce que c'est un phénomène qui existe, c'est quelque chose que beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes qu'on pense vivre, mais ne parlent pas évidemment parce que elles se font systématiquement lancer des pierres. Il y a Astrid Hurault-Deligny, qui est une fille que j'adore, vous pouvez suivre son compte sur Instagram, qui est Le Regret maternel, qui a écrit un livre du même nom, donc Le Regret maternel, qui parle de son expérience de regret maternel. Je vous le recommande plus si c'est un sujet qui vous touche personnellement ou qui vous intéresse. Mais bref, cette idée selon laquelle on est supposé d'être heureuse en tout temps parce qu'on a eu un enfant, pour moi, ça ne fait pas le moindre sens. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est pas réaliste. C'est pas réaliste du tout. Moi, je peux personnellement vous dire que avoir un enfant, devenir mère, c'est la chose qui a révélé en moi mes plus belles qualités et mes pires défauts, là. J'ai vu de moi, depuis que je suis parent, le plus beau de moi et le plus laid de moi. Et c'est correct et c'est normal. Une autre attente irréaliste qu'on a envers les mères en congé de maternité. Moi, je me souviens à l'époque que les journées passaient vraiment super vite et j'avais l'impression d'avoir rien fait quand elles finissaient. Mais j'étais brûlée, je m'étais clairement pas reposée, mais j'avais l'impression d'avoir rien fait. Et certaines journées, la maison était en bordel, d'autres, elle l'était moins. Mais je me sentais bien coupable de ça, là, que ce soit messy chez nous. J'étais comme, ben là, tu passes la journée à la maison, t'es en congé de maternité. Tu devrais t'assurer de faire le ménage, puis tout le reste. C'est qui a décidé ça et quand? J'aimerais beaucoup savoir. Parce que si une femme est arrêtée de travailler parce qu'elle a mis un bébé au monde, c'est parce qu'on considère qu'elle doit prendre soin du bébé. C'est le bébé. C'est pour ça qu'elle a été arrêtée. C'est pas pour devenir la boniche de la maison. Évidemment, elle a peut-être le temps de faire quelques tâches dans la journée. Écoutez, tant mieux. Mais la raison pour laquelle elle ne travaille pas à l'extérieur de la maison, à ce moment-là, c'est pour prendre soin d'un bébé. Alors, ce sentiment de culpabilité que ressentent tant de mères de ne pas avoir torché à la maison à la hauteur de ce qui est attendu d'elle ou ce qu'elle croit qui est attendu d'elle, c'est un peu des deux, est un gros problème, à mon sens aussi. Des conjoints qui reviennent du travail puis qui disent à leur blonde en congé, j'aime beaucoup le mettre entre guillemets congé, hein, parce que c'est pas un congé, pas du tout. C'est un moment dédié à s'occuper d'un enfant. Et je veux dire, il y a des éducatrices qui font ça. C'est un job aussi, ça, en soi, à proprement parler, qui dure toute la journée. Mais bref, des conjoints qui reviennent du travail et qui disent à leur blonde en congé de maternité, « Ben là, comment ça se fait que la vaisselle est pas faite? » Ben, elle est pas faite parce que moi, mon rôle aujourd'hui, c'était de m'occuper de mon bébé. Ça l'a pris tout mon temps. J'ai pas eu le temps de faire la vaisselle. Tu peux y aller. Ne te gêne surtout pas. Et là, évidemment, je nuance. Il y a beaucoup de partenaires qui travaillent à l'extérieur, que ce soit hommes ou femmes, mais plus souvent hommes, qui ne savent simplement pas ce qu'implique vraiment le day-to-day, le quotidien avec un bébé à la maison, avec les routines, avec les choses qu'il y a à faire, avec les siestes qui se font pas, les coliques, l'alimentation, tout ce qui vient autour, celles qui savent.
Donc, si je peux vous donner un conseil, les filles qui reçoivent ce commentaire-là présentement de leur chum au retour du travail, prenez un moment pour vous asseoir ensemble. Idéalement, pas un moment où vous êtes super à cran et fatigué, pour expliquer à votre chum, écoute, je vais essayer de t'expliquer le mieux possible c'est quoi mon quotidien en ce moment, parce que c'est pas le tien. Je comprends que tu saches pas ce que c'est, je te l'explique. Et au bout de ça, j'espère que tu comprendras que oui, ça se peut qu'il y ait des tâches ménagères qui soient pas faites. Je fais de mon mieux. Moi, je suis à la maison pour m'occuper de notre enfant en ce moment. C'est ça mon travail. C'est le travail le plus important que j'ai à faire. Et dans la mesure où tu reviens à la maison et notre enfant est épanoui, est heureux et en santé, dans la mesure où on peut le contrôler, considère que j'ai fait ma part dans ce contrat-là du congé de maternité. S'il vous plaît. L'autre affaire qui est complètement fascinante, c'est à quel point on demande aux nouvelles mamans de se faire passer en dernier, mais littéralement s'oublier, se déconnecter d'elles-mêmes au profit de leur petit bébé. Évidemment, quand on a un nouveau-né à notre charge, c'est lui qui passe en premier. C'est sûr, je veux dire, il faut assurer sa santé, il faut assurer sa sécurité, il ne peut pas faire ces choses-là par lui-même. Ça va de soi. Mais est-ce qu'il ne reste pas une place aux femmes pour être autre chose qu'une mère dans la première année de vie de leur enfant? On dirait pas. On dirait vraiment pas. Moi, je sais qu'après la première année de vie de mon fils que j'ai passé en congé de maternité, en partie, moi, je suis retournée travailler assez vite. J'ai pas senti de jugement. D'ailleurs, je sais que beaucoup de femmes en ressentent parce que, je trouvais ça long. On va le dire comme ça, là. Je trouvais ça très long, moi, le congé de maternité. J'adorais mon fils. J'adorais passer du temps avec lui. J'ai adoré, pas tout, mais une grande partie des moments que j'ai passé avec lui dans la première année de sa vie. Mais j'avais besoin d'un contact avec des adultes, là. J'avais besoin de me réaliser au-delà qu'en changeant des couches puis en chantant des comptines. Et je ne suis pas en train de dire que celles qui se sentent bien et qui se réalisent à l'intérieur de ça sont dans l'erreur. Pas du tout. Mais moi, j'avais besoin d'autre chose aussi. Faire que ça ne me suffisait pas, ne me permettait pas de me sentir bien. Et si je ne me sentais pas bien, je ne pouvais pas être la meilleure mère qui était possible d'être pour mon garçon. Et c'est souvent ça qu'on oublie. On oublie que parce qu'on veut être la meilleure mère possible pour notre enfant et qu'on a compris que c'est ça qu'on devait être, on le fait passer en premier, on fait passer ses besoins en premier à chaque instant sans se soucier de ce que nous avons besoin. Sauf que ça, c'est une erreur. Parce que si on ne se soucie pas de ce qu'on a besoin en tant que femme, en tant que personne, et qu'on se retrouve avec une multitude de besoins qui ne sont pas comblés, tôt ou tard, on sera plus bien. On pourra se retrouver dans un état de grande fatigue, de grande détresse, de grande frustration. Et à ce moment-là, on ne sera plus la meilleure mère possible pour notre enfant de toute manière. Donc, quand vous ressentez de la culpabilité de vouloir prendre un moment pour vous, là, que ce soit pour aller au spa, pour aller prendre un café une fois que votre chum revient de travailler, puis vous y mettez le bébé d'un bras en disant « j'ai besoin d'un break », que ce soit pour sortir avec vos chums de filles un vendredi soir, rappelez-vous bien que ce que vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour votre enfant. Parce qu'en vous assurant de répondre à vos besoins et de maintenir votre équilibre, vous vous assurez d'être le meilleur parent possible pour votre bébé. Et maudit que c'est une information qui est à passer en ce moment et qui manque toujours à l'appel. On n'en parle pas assez. C'est quelque chose qui devrait être parlé dans les cours prénataux. C'est quelque chose que les infirmières, que les travailleuses sociales qui voient les jeunes mamans devraient rappeler aussi. C'est important. Je vous racontais en début d'épisode que après les 6 premières semaines de vie de mon gars, je m'étais complètement crachée. Pourquoi je me suis complètement crachée? Parce que j'ai refusé d'écouter mes besoins. J'ai refusé d'entendre, de voir les signaux de fatigue arriver. J'ai refusé de voir que j'avais besoin d'un moment pour moi ou que j'avais peut-être besoin d'aide. Parce que je voulais juste tout concentrer mes énergies sur mon bébé. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dû donner mon bébé à ma mère parce que je n'étais plus capable de m'en occuper. Parce que je ne m'étais pas écoutée, parce que je n'avais pas pris soin de moi, parce que je n'avais pas pris en compte mes besoins. Et c'est ça, c'est cette espèce de système de culpabilité de meilleure mère possible, je pense, qui vient brouiller les cartes et qui fait en sorte qu'on n'arrive plus à prendre ce pas de recul-là pour réaliser que, hey, si je prends pas soin de moi, je peux pas prendre soin des autres. On donne souvent l'exemple là, dans un avion, si les masques à oxygène tombent, de commencer par mettre le sien avant d'en mettre aux autres. Parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir s'assurer de prendre soin des autres le mieux possible. Si on commence par mettre le masque aux autres, qu'on n'a pas le temps de mettre le nôtre, qu'on s'évanouit, on peut plus là, s'occuper des gens autour de nous. Là.
Mais c'est le même principe avec la maternité. Assurons-nous de répondre à nos besoins, à ce qui est important pour nous, à ce qui nous permet de nous sentir bien, pour pouvoir prendre adéquatement soin des autres après. C'est pas rare qu'après un congé de maternité d'1 an, beaucoup de femmes ne savent plus trop qui elles sont, ne savent plus trop ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, ce qui est important pour elles en dehors de leur rôle de maman, parce qu'elles ont été tellement déconnectées d'elles-mêmes, de leurs besoins, de leurs envies, de leur équilibre pendant la première année de vie de leur enfant, que la reconnexion est très difficile. Et c'est vrai quand il s'agit de se reconnecter avec soi, c'est souvent vrai aussi quand il s'agit de se reconnecter en tant que couple, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui prend le bord. Et pour moi, ça, c'est révélateur d'un très grand problème qu'il est important de corriger. Imaginez comment la première année de vie de nos enfants serait fantastique si on la passait pas à culpabiliser, si on prenait le temps de se reposer, si on se donnait le droit à l'erreur. Imaginez à quel point on en profiterait plus. Imaginez à quel point on pourrait s'épanouir plus en tant que mère et que notre enfant ne pourrait qu'en être plus heureux et épanoui lui aussi. C'est malade. On fait complètement fausse route par rapport à ça. Et je tiens vraiment à préciser que cette pression-là d'être une bonne mère, de devoir aimer la maternité à tout instant, de vouloir se dédier à son enfant à chaque moment de sa vie, c'est pas juste quelque chose qui est dans notre tête, là. Parce que à chaque fois qu'il est question d'une pression que les femmes ont sur les épaules, on dit souvent « Ah, mais là, tu sais, t'as juste à te reposer, t'as juste à faire des choses pour toi, là, écoute, là, c'est toi qui décides, c'est ton choix. » Moyennement. Il y a une pression dans notre société sur la façon dont les mères doivent élever leurs enfants, sur la façon dont les mères doivent parler de leur enfant, de leur amour pour leur enfant. Et très rapidement, si on sort de cette façon de faire les choses-là, on est jugé. Et où on se sent coupable de ne pas les faire de la façon qui est attendue dans la société. Donc, c'est pas une histoire de « je me suis inventé ça dans ma tête ». Si je m'étais inventé ça dans ma tête, je serais la seule à vivre ça. Malheureusement, pratiquement toutes les mères vivent la même chose. Donc ça, c'est révélateur d'une pression de société, pas d'une pression individuelle. Puis c'est important de faire la part des choses là-dedans. Évidemment, après, il faut pouvoir reprendre son pouvoir individuel. Une fois qu'on a identifié que cette pression-là existe et qu'elle est malsaine, il faut faire ce qu'on peut pour essayer de s'en sortir. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Et la maternité est une des sphères à l'intérieur desquelles c'est le plus difficile de le faire, parce qu'on aime tellement notre bébé. On veut tellement le mieux pour lui que forcément la tentation d'écouter ce que la société dit, de subir sa pression, de suivre ses conseils est très grande. Mais rappelez-vous que vous serez toujours la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bien pour votre bébé, pour la simple et bonne raison que vous êtes la mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Et l'un ne va pas sans l'autre. Bref, vous comprenez que ce sont pratiquement toutes des choses qui, encore une fois, malheureusement, pèsent pratiquement exclusivement sur les épaules des femmes. On s'attend des nouvelles mères qu'elles sachent quoi faire avec leur bébé, qu'elles aiment chaque moment qu'elles passent avec leur bébé, mais on s'attend pas à ça des pères. Il y a beaucoup de pères qui savent pas quoi faire avec un bébé. Ils vont changer quelques couches, préparer quelques biberons, mais ils connaîtront pas la routine, quoi faire si le bébé a les fesses rouges, si il se met à avoir du chapeau, et s'intéresseront pas nécessairement à ça non plus, et personne ne leur en tiendra rigueur. C'est pas grave. C'est ta blonde qui s'occupe de ça. Fais-toi-en pas. Mais à la mère, on va s'attendre qu'elle soit en mesure de gérer toutes ces situations-là. Au niveau de l'amour inconditionnel, on s'attend d'un père qui l'aime son enfant aussi, évidemment, mais c'est pas une pression qui pèse de la même manière sur les épaules des pères que des mères. On le constate entre autres de par le congé parental qui se dédie corps, âme et cœur à son enfant dans la première année de vie. Dans la plupart des cas, c'est la mère, comme si c'était son rôle naturel. Mais ce n'est pas un rôle naturel en 2025 d'être la personne qui prend soin du bébé pendant la première année de vie. Sachez qu'il y a certaines espèces animales à l'intérieur desquelles c'est pas la femelle qui prend soin des petits, là. Fait que même d'un point de vue biologique, parce que les gens aiment souvent ramener cet argument-là, biologiquement, les femelles sont faites pour s'occuper des enfants. Non. Et en 2025, dans tous les cas, c'est un construit social de croire que les femmes sont meilleures avec les bébés ou sont plus aptes à prendre soin des bébés ou sont naturellement conçues pour prendre soin des bébés. C'est faux. Elles sont naturellement conçues pour
les allaiter, à la limite, effectivement. Tu sais, c'est nous qui avons les seins pour l'allaitement, mais au-delà de ça, tout rôle peut être partagé sans aucun problème. Et il n'y a pas de raison qu'en 2025, toute la pression dont je viens de parler repose exclusivement sur les épaules des femmes. Tu sais, un gars là, qui veut sortir jouer au deck hockey là, un jeudi soir, là, il se sent pas coupable de le faire. Et dans bien des cas, pas tous encore une fois, parce qu'il y a une énorme amélioration de ce côté-là, mais dans bien des cas, il lui viendra même pas l'idée de demander l'autorisation, de voir avec sa partenaire, si tu correct, tu sais, ça te va-tu, j'irai là à soir. Dans bien des cas, non. Alors que les femmes, à l'inverse, vont demander systématiquement une permission. « Hey, j'irai avec mes amis vendredi, ça te va-tu? » Non, j'ai déjà quelque chose. Ah, OK. C'est caricaturé ce que je vous dis, j'en suis consciente. Je répète, il y a une amélioration, puis c'est important pour moi de le noter. Je veux pas être juste dans le négatif, mais il faut quand même être en mesure d'admettre qu'encore aujourd'hui, ces façons-là de voir les choses, ces façons-là de faire, et toutes les attentes et la pression reliées au rôle de parent reposent toujours majoritairement sur les épaules des femmes. Et c'est quelque chose qui doit évoluer, c'est quelque chose qui doit changer. C'est ce qui complète cet épisode sur les attentes irréalistes qu'on entretient envers les jeunes mères. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à m'écrire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ou mon compte Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes. Bye!